Alors, c'est un marché qui est à 2000 milliards de dollars, le crédit privé, la dette privée, on vous en parle. On aurait dû le faire déjà depuis plusieurs jours, mais il est entré là pour le coup en zone de turbulence. Il faut un décryptage évidemment avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Dette privée, il faut expliquer ce que c'est pour ceux qui disent mais de quoi est-ce qu'il cause l'ami. C'est quand un fonds, c'est pas une banque, c'est un fonds qui prête à des entreprises. Mais on se dit qu'un fonds qui prête, qui fait des crédits à des boîtes comme une banque, a priori c'est pas un problème, c'est plutôt bien d'ailleurs qu'il y ait plusieurs sources de financement pour les entreprises. Oui, c'est ce qu'on appelle les BDC par exemple aux C'est quoi, États-Unis. BDC, c'est Business Development Company, qui existe depuis. Ah, il commence pas avec des acronymes en anglais. Ah, désolé, ça existe depuis une quarantaine d'années. Alors, il y en a un qui a fait l'actu qui s'appelle Bluehole, qui a subi. La chouette Qui a bleue. subi un peu des rachats, mais on expliquera pourquoi. Des Apollo, des Blackstone, voilà, ce sont des sociétés cotées qui financent grâce à ces levées de fonds et aussi par des emprunts et qu'elles peuvent faire. Des entreprises. Jusque-là, pas de problème. Tout va bien. Produit attrayant pendant très longtemps pour les épargnants, notamment professionnels, pendant des années. Mais en même temps, peu liquide, et c'est le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'actu, c'est quoi, une fois qu'on a compris ce que c'est que du crédit privé, de la dette privée? On a un marché mondial du crédit privé qui fait l'objet de retraits massifs, parce que les gens ont peur. Et surtout parce qu'il y a eu des défaillances en cascade de boîtes dont les fonds ont prêté, enfin qui ont été financés par des fonds. On pense à la faillite c'était il y a plusieurs mois déjà, de Bank First aux États-Unis, le Tricolor, le loueur de voitures, fin 2025, qui ont été largement financés par ces crédits privés et d'autres aussi. Exactement, mais ce n'est pas le souci. Alors il y a une partie conjoncturelle. On est dans un phénomène, notamment depuis ce qui se passe en Iran, une remontée des taux, donc qui est plutôt à pénaliser le secteur du crédit. On a aussi un mur, on en parle moins, mais il y a une sorte de mur de la dette également, parce qu'il y a beaucoup de refinancement aux alentours de 2019, 2020, et on arrive dans les phases de remboursement théorique. Et on a ce problème ce qu'on appelle le problème SaaS globalement, c'est-à-dire ce sont les éditeurs de logiciels. C'est quoi le rapport avec la choucroute là pour le coup? Alors, je vais vous expliquer le vrai problème. C'est que lorsqu'on regarde, on analyse un peu le crédit, on a un quart du crédit qui a été attribué à des sociétés de logiciels. C'est très bien. Ah non, c'était très bien jusqu'à l'arrivée de l'IA. Exactement. Ah. Donc on a ce phénomène-là où Anthropic, Claude, pour le nom commun, a annoncé ce qu'on appelle finalement le vibe coding, c'est-à-dire on a une source de codage aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle qui est en capacité demain, à moindre coût, de remplacer bon nombre de solutions de ces fameux éditeurs de logiciels. Donc une fois qu'on a dit ça, l'impact réel, c'est que ces sociétés sur lesquelles on a eu des financements relativement importants se retrouvent finalement contraints. Et les multiples sont en train de baisser fortement au moment où elles doivent elles-mêmes réemprunter de la dette. Donc là, tout le monde est en train un peu d'ajuster en se disant « mais attention, là, c'est 25% financé, est-ce que demain, ce business ne sera pas mort par l'intelligence artificielle ?» Et donc, ça crée ce phénomène de pression. Crée un phénomène de pression et donc des clients, notamment aux États-Unis, qui veulent récupérer leurs fonds, sauf que ce n'est pas liquide. Et donc, on a des géants, BlackRock, Blackstone, qui gèlent, qui plafonnent les rachats de leurs clients. JP Morgan aussi, qui a limité les rachats sur un de ses fonds. Et là, on se dit que c'est quand même problématique parce que c'est une espèce de bank run, à l'échelle de produits qui ne sont pas liquides. Oui, alors on a créé ce phénomène. Pourtant, ils le savaient. Oui, on a créé aussi. Alors, attends, ce qui a provoqué finalement ce phénomène, c'est on a créé ce qu'on appelle les evergreens. Evergreen, c'est quoi? C'est de proposer de la liquidité sur ces fonds qui sont en théorie fermés. Et ces clauses de liquidité, elles supposent qu'on ne dépasse pas un certain montant de rachat. Or, les montants de rachat qui ont été demandés étaient supérieurs à la clause de blocage. Donc, on a eu ce phénomène où les fonds ont dû vendre. Ça a été le cas de ce fameux fonds Bluehole qui est en tout cas une grande partie sur les logiciels, s'est retrouvé contraint à vendre des actifs pour financer ces fameux rachats et a dû closer, fermer derrière la possibilité de sortir. Des fonds qui sont fermés, qu'on ne peut plus vendre, un peu de mémoire, ça rappelle les débuts de la crise financière de 2008. Exactement. Est-ce que vous avez lu la note d'UBS qui est assez intéressante? Alors là, c'est peut-être un scénario noir, mais UBS estime que le risque de défaut sur le crédit serait aux alentours de 15%. Un petit retour en arrière, 2008, on était plutôt sur du 5%. Donc vous voyez que ce phénomène que Jamie Dimon appelle aussi le cafard dans l'armoire depuis quelque temps, il est peut-être en train Il a dit quand il y a un cafard,
priori, c'est qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc c'est en train de quelque part de se matérialiser. Donc il y a des vraies inquiétudes. Alors le défaut, c'est plusieurs choses. C'est l'incapacité d'une société à se refinancer. Alors ce qui se passe, c'est que les fonds utilisent plusieurs artefacts pour pouvoir soutenir quelque part cette dette. Donc elles amendent, elles prolongent la dette pour ne pas se retrouver à ce risque de défaut, ou elles changent les modalités, notamment sur les phases de remboursement. Non, mais je fais le parallèle, pardon, Frédéric, avec 2008. Ouais. On est en 2007, ou je ne sais plus, était 2007 ou 2008, je crois que c'est BNP Paribas qui gèle, et d'autres d'ailleurs, on ne va pas stigmatiser BNP Paribas, mais qui gèle, de mémoire, c'est ça, hein, Oui, c'est et ça. qui empêche les gens de sortir sur des fonds monétaires. Encore pire, du monétaire, qui est censé être hyper Oui, liquide. il y avait du subprime à l'époque qui était dissimulé dans Exactement. Pardon pour la comparaison, qui n'a peut-être pas lieu d'être du tout, mais est-ce que une crise similaire à celle de subprime, est-ce que c'est possible avec un marché à 2000 milliards de dollars? Est-ce qu'il y a un risque systémique? Comment les banques, potentiellement, est-ce qu'il y a un risque de contagion du crédit privé, de la dette privée, donc fait par des fonds, au niveau des banques? Alors, quel canal? Parce qu'on a vu JP Morgan déprécier des fonds. Oui, tout le monde est en train de le faire là. Bah oui, donc ça veut dire qu'il y a bien un canal de transmission. Oui, il y a un canal de transmission. Alors le problème, c'est qui porte quoi. C'est après, on va regarder un peu qui possède cette fameuse dette privée. Donc oui, il y a un risque. Bon, après, ça dépend vraiment des acteurs. Il y a des acteurs qui sont très impliqués aujourd'hui dans cette dette privée, notamment le logiciel. Il y en a qui le sont un peu moins. Les gros acteurs le sont naturellement moins. Maintenant, effectivement, cet effet de contagion et autres peuvent avoir un impact plus important. Donc, je pense que depuis le 2008, il faut être humble par rapport à ces sujets. Comme on ne connaît pas totalement l'emprise des fonds et qui a quoi, vaut mieux quand même se préserver. Il y a un risque aujourd'hui qui est reconnu. À mon avis, il y a eu un engouement pendant 10 ans pour la le dette crédit privée. privé, la dette privée. Tout le monde en voulait. Et maintenant, c'est plus le cas. Dette privée, en 2010, ça valait 300 milliards. Maintenant, 2000. Voilà. D'accord. Donc, on a eu aussi l'explosion du leverage, c'est-à-dire du levier financier qui a été opéré sur cette classe d'actifs. Donc, oui, on a matérialisé quelque part ce risque. Je pense que le vrai souci, ce n'est pas les rachats, parce que la plupart des fonds sont fermés. Donc, tant que vous ne sortez pas, le risque, il n'est pas matérialisé. La réalité, c'est que 2027, notamment, on a un mur de refinancement, et là, ça sera peut-être plus dans la matérialisation de ce risque-là. Là, la pression, elle est surtout faite sur les classes evergreen, donc celles qui sont obligées de créer cette liquidité en demande de rachat. Mais on a vu plusieurs entreprises. Il y a la question de la liquidité, puis il y a la question des boîtes qui seront capables ou pas de se refinancer. Oui. Quelle que soit la volonté des particuliers ou des investisseurs de récupérer. Là, pour l'instant, c'est surtout sur un secteur qui est très matérialisé. Je répète, c'est sur les softwares qui représentent quand même une bonne partie de ces financements. Donc pas d'inquiétude à vous écouter? Si, une inquiétude, mais je pense que si elle doit se matérialiser, c'est peut-être au moment où les fonds fermés, eux, seront dans cette obligation de trouver de la liquidité de sortie. Donc là, on a juste une pression sur une classe d'actifs bien particulière et sur des segments du private equity, de la dette privée. La réalité, c'est est-ce que oui ou non la situation va se dégrader jusqu'en 2027, au moment où il y aura globalement des sorties beaucoup plus massives, et il va falloir trouver des solutions. Donc on va dire que pour l'instant, oui, le cafard est peut-être dans l'armoire, mais est-ce que oui ou non, il y a toute la série. On est en phase de doute, de questionnement, peut-être de tourmente. Certains parlent d'un possible crack à 2000 milliards de dollars pour ce marché du crédit privé. Je répète, depuis 2008, il faut être terriblement humble là-dessus. C'est pas cette classe d'actifs, je veux dire, c'est vraiment l'effet un peu de comment ça se répand sur des actifs et des acteurs traditionnels. Qui porte le risque? Voilà, c'est le problème. C'est sur la même histoire, en fait. C'est toujours comme le subprime. Le subprime, on en détenait, vous et moi, sans le savoir quelque part. C'est possiblement le cas, là aussi? Il y a très peu de particuliers français qui Il y a très peu de particuliers français qui sont honnêtement sur cette partie. Le marché est essentiellement américain. Mais qui a très bien fonctionné pendant 10 ans, avec des performances à deux chiffres. À deux chiffres. Chaque année, et on était sur des rendements qui étaient 2 fois supérieurs aux rendements qu'on trouvait par ailleurs sur des actifs cotés. Donc oui, il y a ce risque-là. Il est moins important naturellement en Europe parce qu'on est moins détenteur de ce genre de solutions. Maintenant, il faudra faire le bilan, à mon avis, plus en 2027 qu'aujourd'hui. On en reparlera d'ici là. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci. Merci à vous.